La courbe des startups de Paul Graham. Paul Graham, c'est le papa du plus gros incubateur au monde, hein, si je me souviens bien. La courbe des startups, il a investi dans plus de 1000 startups, hein, c'est ça qu'on appelle le papa des startups. Et il a vu un schéma qui se répétait. Ok, ça se répétait pour énormément de startups. Donc après, il a fait des calculs, bien sûr. Et il a créé cette petite courbe. Donc, regardez ici, c'est, on va dire, notre état d'esprit, notre ressenti. Donc triste, heureux. Donc, on est malheureux parce que, je sais pas, on est dans un taf qui nous saoule, ou on est à l'école, ou on est dans d'autres trucs, on a des problèmes et tout. Et on se dit d'un seul coup, tiens, j'ai une super idée, c'est bon, je vais devenir le nouveau Bill Gates. Donc ça, c'est l'enthousiasme initial. On est super heureux. Après, on parle de cette idée à tout le monde parce qu'on est super enthousiaste, voilà. Ou soit on parle de cette idée à tout le monde, soit on la cache. Et on travaille à fond dans son coin, etc. Ce qui ne sert à rien, mais bon, bref. Souvent, à ce moment-là, vous avez des entrepreneurs du dimanche qui n'ont jamais rien entrepris. Souvent, des gens de votre entourage qui vont vous dire: «Ah bah non, mais ça a déjà été fait. Ah bah non, mais c'est nul. Ah bah non, mais je comprends pas. Ah bah non, mais» et cetera. Bon, bref, un milliard de ch 1 000 000 de choses. Tu veux pas trouver un CDI plutôt? Bref, OK, ça c'est la réalité qui vous met des petites baffes, comme ça, pour vous réveiller. À ce moment-là, vous vous dites: «Bah non, je vais pas lâcher, c'est une super idée». Donc je crée la première version de mon produit. À ce moment-là, vous vous dites: «Ah, je vais la lancer, il y a tout qui va péter». Hélas, dans quasiment 100 des cas, hein, ça pète pas et ça tombe. À partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le chemin de la douleur. À partir de ce moment-là, ce qu'une start-up doit faire, hein, parce que le but d'une start-up, c'est de faire de la croissance, hein. C'est pour ça que le growth, c'est un peu, corrélé, aux start-up aussi. À ce moment-là, on se dit: «Bon, OK, en fin de compte, il y a personne qui nous attend, notre solution, elle ne résout aucun problème, qu'est-ce qu'on fait?» OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du test and learn, on va expérimenter. Puis on va pivoter le business model. Donc on va modifier les cases de notre business model Canva, jusqu'à temps que ça fonctionne. Donc là, on passe en mode recherche. Le but du jeu, c'est d'aller vite et de casser un petit peu son business model pour savoir, ce qui fonctionne le mieux, tout simplement. Ici, vous avez un petit gap, petit trou ici, là. C'est ce qu'on appelle, l'abîme. Donc c'est l'abîme des startups. Alors, dites-vous qu'entre le MVP et le product market fit ici, vous avez 3 années, hein. Donc là, c'est 1 an et demi environ. Et donc dans les 1 an et demi, c'est le cimetière des startups. Il y a plus de 50 des startups, enfin même c'est plus, hein, je crois que c'était 60-70 des startups qui s'arrêtent. Alors pourquoi? Il y a aussi une raison sociétale ou économique. C'est que, tout simplement les investisseurs, quand ils investissent dans un projet, ici là, dans le MVP, ce qu'on appelle en seed, hein, ou en love money, votre entourage vous donne de l'argent, à partir d'ici, souvent on vous donne entre 12 à 18 mois pour réussir. Si vous ne réussissez pas dans les 12 à 18 mois, bye bye. Les investissements s'arrêtent et souvent au début, on est un peu light pour utiliser, l'argent et à la fin on se dit: «Zut, il nous reste que 2 mois, il faut qu'on utilise tout l'oseille». Et là, on utilise tout l'oseille. Donc il y a une croissance, mais qui ne sert à rien, qui est fausse. Et là, on tombe dans l'abîme. Il y en a certains qui réussissent, ça commence à fonctionner. OK, super, ça commence à fonctionner, boum boum, on a de plus en plus de croissance. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, parfois c'est parce qu'on fait des choses, hein, bien entendu, hein, qu'on met en place des grosses hacks ou des stratégies grosses. Mais souvent, justement, les startups de la Silicon Valley vont utiliser le gros hacking «au bon moment» entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le gros hacking après le product market fit et pas avant. Le problème, notre produit, notre service rencontre le marché, au bon moment, la bonne audience avec le bon message, tout se passe bien et là, comme je vous disais tout à l'heure, on on est à 1 000 € de budget, par mois sur Google Ads, on obtient 1 000 utilisateurs d'habitude et là, cette fois-ci, on en obtient 10 000. Continue à mettre 1 000 €, on en obtient 20 000, 30 000, 50 000 et ça augmente et c'est là qu'on tient quelque chose. On a le product market fit. À ce moment-là, le but du jeu pour une startup en tout cas, hein, c'est de grossir vite, de croître, rapidement et de scaler le business model. Donc c'est-à-dire qu'on sait maintenant que notre business model fonctionne parce qu'on a trouvé le product market fit. Donc maintenant le but du jeu, ça va être de le scaler, de le rendre répétable. Vu qu'il est rentable, maintenant il faut le rendre répétable. Bien entendu, hein, répétable sans, exploser les coûts, hein, c'est le but aussi. Et c'est à ce moment-là que la startup essaye de devenir une scale up. Donc un peu un grand groupe, hein, mais, en mode startup comme les Google et autres. Les fameuses licornes, c'est toutes des scale-up, hein. Le petit souci dans tout ça, c'est qu'entre le MVP et le PM Fit, sur les 3 années, plus de 90 des startups meurent. À partir du product market fit, il y a 9 des startups qui deviennent des TPME. Elles n'osent se l'avouer, c'est-à-dire que vous allez souvent tomber dans des startups
qui vont vous dire: «Ouais, ouais, moi je fais tant de CA, même 1 000 000, hein, 10 000 000, je fais tant de CA». OK, super. Tu as combien de croissance par an? Ouais, ouais, je suis à, 20 15 30. Alors c'est très, très bien comme croissance, attention, hein. C'est même, voilà, c'est même exceptionnel pour certains secteurs. Mais une scale-up, donc une start-up qui devient une scale-up, son taux de croissance, c'est pas 20. C'est des, 70, 100, 150, des fois c'est des 1000. C'est ça une scale-up, hein. Donc la majorité, en fin de compte, elles deviennent des TPME. Donc vérifiez bien quand vous travaillez avec aussi des agences ou des boîtes ou des clients et tout, vérifiez bien leur durée d'existence. Je sais pas si je peux dire ça? Parce que ça vous permettra de vous dire: «OK, en fin de compte, bon, c'est une start-up, ils disent qu'ils sont des start-up, mais ça fait 10 ans que c'est une start-up». Peut-être, voilà, c'est peut-être une PME tout simplement, une TPE. Donc ça, c'est souvent dans l'image de marque, il y a beaucoup de start-up qui disent, qui ont raté entre guillemets, «qui ont raté» parce que moi à l'arrivée, franchement, hein, si vous créez une boîte, qui vient de TPME et qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires l'année, pour moi, c'est pas rater sa vie, hein. Mais vous voyez, dans ce monde, on est un peu en mode, oui, il faut être comme Zuckerberg, il faut être comme Steve Jobs, il faut être il faut toujours avoir une scale-up, il faut toujours avoir la meilleure boîte. Non, en fin de compte, si tu as une boîte qui te fait, des millions l'année alors que vous êtes 2 ou 3 ou 5 ou 10, j'ai envie de te dire, c'est déjà une réussite. Après, tout dépend, hein, où on situe sa propre réussite. Mais il faut se le dire dès le départ. Dites-vous: «OK, moi, si j'ai une boîte qui fait tant, je suis content» et pas forcément, voilà, pas forcément se voiler la face sur 5, 10 ans en disant: «Ouais, ouais, j'ai une scale-up», alors que non, tu fais 10 de croissance. Calme-toi. Pour finir, le growth hacking, on l'utilise, comme je vous disais, à partir du PMFIT pour faire de la scalabilité, hein, pour améliorer la scalabilité et faire de la croissance exponentielle. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fameux hockey stick ou la crosse de hockey. Donc dès que vous voyez ça sur vos stats de vente, par exemple, ou de nombre d'utilisateurs actifs, c'est bon signe. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire hyper gaffe. Même quand on arrive avec quand on a le product market fit, on peut faire encore banqueroute. Parce que le but du jeu, pour une scale-up, c'est de fonctionner comme une start-up. Donc vous avez déjà vu des articles, Twitter n'est pas rentable, n'a pas été rentable pendant 10 ans. Uber n'a pas été rentable pendant 9 ans, et cetera, et cetera. Mais en fin de compte, c'est pas qu'ils sont pas rentables, c'est pas qu'ils gagnent pas d'argent, c'est qu'ils réinvestissent tout ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire qu'à la fin, oui, ils ont plus d'argent. Ils payent les salariés, ils réinvestissent tout dans le marketing, dans le produit, dans le développement, c'est fini, ils ont plus d'argent. Mais les fondateurs d'Uber, ou des licornes, même si leur compte en banque, il a pas explosé. Il y en a certains, ils se payent pas trop, hein, c'est pour ça que je dis ça. Alors qu'il faut qu'ils se payent, hein, mais bon bref. Quand ils vont voir des banques, bah, ils ont juste à dire: «Voici la valorisation de ma boîte. Voici la valorisation de mes parts. Mes parts valent tant dans la boîte. Donc ça vaut des millions, ça vaut des milliards». Dites-vous que c'est bien on va dire que c'est bien de scaler, mais c'est pas obligatoire et surtout, c'est 0,1 c'est surtout stat que je voulais vous donner. C'est surtout 0,1 des startups du départ qui deviennent des scale-up, qui ont le potentiel de devenir des licornes. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore licorne, hein, à 0,1. Bon, là, c'est en train d'augmenter un petit peu, hein, cette stat. On commence à tendre vers du justement 1 de scale-up qui deviennent des scale-up. Et à l'intérieur de ces scale-up, il y a du 0,1 qui deviennent vraiment enfin, du 0,1, du 0,2, 0,3 qui deviennent des grosses boîtes, quoi. Mais c'est pas si simple que ça, hein. Et je veux dire, imaginons que vous êtes gérant de votre boîte pendant 3 ans, ça fonctionne, vous arrivez à avoir le product market fit. La plupart du temps, là, vous allez obtenir des investisseurs ou ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là, hein, qu'on va vous dire: «Bah non, mon ami, tu pas assez d'expérience, pour, faire la scale-up, pour aller plus haut». Et donc c'est soit vous faites à la Zuckerberg, vous vous dites: «Ah d'accord, bon bah, dans ce cas-là, c'est pas grave, je vais me former» et vous prenez, vous vous formez dans plein de formations avec des mentors entrepreneurs et cetera, pour essayer de vous améliorer et donc gérer votre boîte en mode scale-up. Ou soit, et c'est la plupart du temps ce qui se passe, hein, soit vous laissez la place, et ça c'est très compliqué, hein, moi je connais des entrepreneurs qui ont laissé leur place et même, j'en connais un qui s'est fait virer de son poste de CIO, hein. C'est pour ça que l'entrepreneuriat c'est un peu, ouais, c'est ultra surfait pour moi. C'est ultra surfait, hein. On vend la vie de rêve, mais en fin de compte, c'est hyper compliqué, hyper dur et il y a beaucoup de hauts et de bas et même quand on croit qu'on a réussi, en fin de compte, on n'a pas réussi et tout du jour au lendemain, peut péter. C'est pour ça qu'il faut faire, voilà, faut essayer d'être cohérent, d'être stable et de faire, les choses les unes après les autres, petit à petit et vous vous construisez comme ça, un patrimoine au moins. Et si vous avez un patrimoine après, bon, si vous faites banqueroute, c'est pas très grave.